Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Africable Télévision et dans ce politique, l'invité qui reçoit ce soir le général Moussa Senko Koulibaly, président du parti LDC, Ligue démocratique pour le changement. Avec lui, nous allons parler principalement de deux sujets, à savoir l'état de santé du parti LDC et la marche de la transition. Général Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Merci infiniment. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment et surtout merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir. Nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous ce soir, mon général. Le plaisir est partagé. Et durant cette transition générale, nous ne vous entendions pas tellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. En fait, nous avons choisi volontairement d'aller voir les Maliens, de nous adresser aux Maliens, de passer plus de temps à l'intérieur du pays, mais aussi d'apporter notre contribution de façon efficace sans que ça ne soit forcément sur les médias. Donc c'est cette posture que nous avons essayé d'avoir. Certains nous attendaient à ce qu'on soit plutôt dans la protestation, dans les critiques, dans la contestation. Nous, ce que nous essayons de construire, c'est plutôt être dans l'efficacité, être dans la construction, et sans faire trop de bruit autour. C'est ce que nous essayons de faire. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apporter actuellement notre pierre à la construction de l'édifice qui est en cours. Et nous allons rester ainsi pendant toute la transition. Nous ne voulons pas de publicité autour de ce que nous faisons. Nous voulons plutôt être efficaces et être là, aider ce qui peut être fait pendant cette période de transition pour qu'on ait une fin de transition qui puisse apporter un renforcement de la démocratie, un renforcement des institutions, mais ramener plus de sécurité et de paix au Mali. D'accord. Mon général, vous me permettrez, à l'entame de cette émission, voilà, de faire garde à vous à notre général, général Magma Gabriel Konaté, commandant en chef des forces armées d'Africable Télévision. Général Konaté, bonsoir à vous. Alors, général Koulibaly, le 20 janvier, nous avons assisté au 5e anniversaire du parti LDC. 20 janvier, est-ce une coïncidence ou alors c'est quand même la date importante pour ces grands militaires, ces grands officiers que vous avez été, et comment le parti se porte-t-il aujourd'hui? Le parti, la Ligue démocratique pour le changement, se porte très très bien. Vous l'avez dit, on vient de fêter notre 5e anniversaire, qui a été une très belle fête, qui s'est très bien passée. Et où on a pu rappeler aux militants quels étaient nos engagements, les objectifs que nous visions et surtout pourquoi nous nous battons pour le renforcement de la démocratie et de nos institutions. Pourquoi nous avons créé un parti politique. La date du 20 janvier, c'est tout simplement le jour où nous avons appelé tous les Maliens et nous avons manifesté notre désir de nous lancer dans la politique et d'apporter notre expérience au débat politique. Ça coïncide avec la fête anniversaire de la création de l'armée malienne, qui est le 20 janvier. Et bien évidemment, c'est plutôt au départ une coïncidence, mais nous acceptons les choses ainsi parce que ça nous permet aussi, en fêtant le parti politique, de fêter aussi notre armée nationale. Et ces jours-là, nous avons eu une pensée à tous nos militaires qui se battent aujourd'hui sur le front, mais aussi une pensée tout simplement à tous les Maliens qui sont aujourd'hui debout, engagés à ce que notre pays puisse retrouver la paix. Mais aussi une pensée et des bénédictions pour tous ceux qui sont blessés, qui cherchent à se rétablir, mais aussi nous avons fait des prières pour malheureusement ceux qui sont partis et qui ont été victimes de l'insécurité que nous vivons actuellement. Donc, en fait, cette coïncidence nous permet de faire plusieurs choses, célébrer la vie politique, mais célébrer aussi l'engagement de nos forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des territoires nationaux, pour la sécurisation des personnes et des biens. Alors, 5e anniversaire, 5 ans d'existence. 5 ans, c'est pas 5 jours comme on le dit souvent, mon général. Alors, en 5 ans, quelles sont les grandes actions posées par le parti? D'abord, en 5 ans, au départ, ce n'était pas évident, mais en 5 ans, j'ai envie de dire que nous avons réussi à créer un parti politique. D'ailleurs, quand vous dites que j'ai été un peu silencieux ou
peut-être moins visible sur la scène politique actuellement, c'est Ouais. parce que nous préférons mettre plutôt en avant le parti politique et non la personne du général ou la personne du président du parti. Parce que nous pensons aujourd'hui que nous sommes l'un des rares partis politiques au Mali. Parce que les autres, plutôt, sont construits pour beaucoup. Et voilà, c'est comme ça. Il faut prendre les choses ainsi. Sont construits autour des personnes. La Ligue démocratique est l'un des rares partis construits autour d'un idéal, autour d'une vision, autour d'un engagement. Le président aujourd'hui peut ne pas être là, le parti va continuer. Donc en 5 ans, on a réussi à mobiliser des hommes et des femmes autour d'une vision. Et aujourd'hui, nous pensons que la LDC est peut-être le seul parti politique qui s'adresse à tous les Maliens, pas seulement à ses militants, à tous les Maliens de l'intérieur aux Maliens de l'extérieur. Et aussi, je pense que la LDC est peut-être aussi le seul parti qui s'adresse aux étrangers qui sont au Mali et aux non-maliens hors du Mali. Nous essayons d'avoir cette vision qui permet à ce qu'on puisse parler à tout le monde. Et aussi, peut-être, c'est le seul parti qui arrive à parler à tous les autres partis politiques et à parler à toutes les associations qui s'intéressent à la vie politique. C'est pourquoi aujourd'hui, après 5 ans, pendant 5 ans, nous sommes allés voir les Maliens, nous avons discuté avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous nous considérons à la Ligue démocratique pour le changement comme porteurs de messages, comme des messagers d'une partie de la population malienne. Et après ça, nous nous considérons comme des missionnaires parce que nous devons porter ce message de paix, d'union, d'unité nationale, de rassemblement. Nous devons porter ce message à tous les Maliens, sans exception. C'est pourquoi j'ai dit, nous passons beaucoup de temps à l'intérieur du pays, nous passons beaucoup de temps plutôt à aller écouter les Maliens, à aller expliquer aussi la vision que nous avons et le message qui nous a été donné par une partie des Maliens qui est un message de vérité, de rigueur et de projection sur le long terme. Et après ça, après avoir reçu le message et après avoir reçu la mission de transmettre ce message, nous nous voyons demain en bâtisseurs si les Maliens nous font confiance. Parce que nous voulons plutôt construire et non détruire. Nous voulons renforcer la démocratie malienne, nous voulons renforcer les institutions, nous voulons un essor économique, nous voulons l'éducation pour tous les Maliens. Donc, voici les 3 étapes. Donc, en 5 ans, on a pu travailler avec beaucoup de Maliens qui nous ont donné beaucoup de messages. Et aujourd'hui, nous nous considérons comme des messagers. Et la mission de porter ce message comme des missionnaires, de porter ce message à tous les Maliens, au Mali, hors du Mali, aux non-Maliens qui sont là et qui sont hors du Mali. Mais demain, si les Maliens nous font confiance, nous n'avons pas de doute que les Maliens vont nous faire confiance parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, ce parti politique, le seul au Mali actuellement, et qui peut parler à tous les Maliens et qui a un langage de vérité, qui a un langage de sincérité et qui s'adresse à la raison des Maliens et qui évite les passions parce que les passions divisent toujours, qui essaie de voir qu'est-ce qui peut aujourd'hui être utile pour le Mali, qu'est-ce qui peut être utile pour les Maliens, qui avec qui travailler, avec qui ne pas travailler, mais tout ça avec objectif de se dire la politique, c'est une activité noble. La politique, c'est une activité qu'il faut pratiquer parce que je ne vois pas par quel autre mécanisme on peut proposer des projets de société aux Maliens, on peut proposer des solutions aux Maliens si on se dit, oui, la politique c'est une mauvaise chose et il ne faut pas la faire. Donc nous avons décidé au sein de la Ligue démocratique pour le changement de dire, voilà, aujourd'hui nous portons le message, nous transmettons le message et demain nous allons construire avec tous les Maliens. 2 questions, mon général. Vous avez dit tantôt que la LDC fait partie des rares partis politiques construits autour d'un idéal plutôt qu'autour d'un homme. Alors, et vous avez parlé tout de suite des projets de société. Alors, quelles sont les grandes lignes en fait, du projet de société de la RDC, et aussi vous avez dit que vous êtes le seul parti politique capable quand même de s'adresser aux Maliens. Sur quel fondement vous dites que vous êtes le seul parti politique? Oui, c'est facile à vérifier parce que, en fait, la vitalité d'une démocratie, ça se mesure par rapport aux élections. Les dernières élections législatives,
pour moi, c'est un repère. Nous faisions partie des 15 partis politiques et qui avaient au moins un député à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je profite pour remercier tous les militants et sympathisants qui ont voté pour la Ligue démocratique lors des législatives de 2020. Parmi ces 15 partis politiques aujourd'hui, quel est le seul parti qui mène une activité tous les jours, qui ouvre les bureaux tous les jours, dont le siège est fonctionnel tous les jours? La LDC est le seul parti politique aujourd'hui au Mali qui a un siège qui ouvre tous les jours du lundi au lundi. Mais aussi, regardez tous ces partis qui étaient présents à l'Assemblée nationale, qui se divisent autour des questions de personnes. Vous appelez ça un parti politique? Nous, nous nous adressons aux Maliens. Nous ne nous adressons pas à nous-mêmes. Nos querelles, ce n'est pas entre nous. Notre vision nous permet de rassembler nous-mêmes et de rassembler les Maliens autour de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, la LDC est un parti solide. Même si c'est un parti jeune, même si le parti n'a que 5 ans, mais nous avons une solidité, nous avons un noyau qui permet aujourd'hui de nous dire oui, demain, les Maliens vont nous faire confiance. Donc, les autres partis politiques, on en a plus de 200, mais sur les 200, je pense que les partis qui mènent des activités politiques régulièrement, il y en a moins d'une vingtaine. D'accord. Et les grandes lignes, quelques grandes lignes de votre projet de société pour le Mali? Oui, le souci majeur des Maliens aujourd'hui, c'est la paix. La paix, la sécurité. Nous voulons apporter la paix et la sécurité en nous basant sur 3 choses fondamentales. La première chose, c'est l'éducation. La deuxième chose, c'est le développement économique. La troisième chose, c'est la gouvernance qui comprend beaucoup d'éléments. Donc, pour parler des grandes lignes, je vais insister sur ces 3 points. L'éducation, nous pensons qu'aujourd'hui, la première richesse d'un pays, c'est la ressource humaine. Et ça passe par un système éducatif efficace qui permet de donner les connaissances fondamentales à la jeunesse pour permettre à ce que les gens puissent avoir l'outil nécessaire de créer des entreprises, de créer des sociétés, d'entreprendre et d'apporter des richesses à la nation dans tous les domaines, que ce soit agricole, que ce soit élevage, que ce soit pêche, que ce soit commerce, que ce soit l'industrie. Donc il faut donner ces connaissances fondamentales. Et aussi, même pour renforcer la démocratie, ça passe par une éducation. Expliquer aux gens c'est quoi la démocratie, expliquer aux gens c'est quoi la constitution, pourquoi tel texte, pourquoi tel règlement, pourquoi telle loi. Ça passe par un système éducatif qui permet tout ça. Et pour nous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, nous voulons un système éducatif qui offre la gratuité de l'éducation, quand même l'éducation formelle à l'école, la gratuité de l'éducation depuis l'âge de 3 ans jusqu'au niveau bac. C'est-à-dire que de 3 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans. La gratuité. La gratuité. D'accord. L'éducation n'est-elle pas gratuite déjà? Aujourd'hui, la réalité est très compliquée. Là où c'est gratuit, c'est peut-être pas accessible. Là où c'est accessible, on n'a pas la qualité. Donc, quand on parle de gratuité, derrière, il faut comprendre non seulement la disponibilité, mais aussi la qualité de l'éducation. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, sont obligés ou plutôt incités à envoyer les enfants dans les écoles privées. C'est parce que derrière, ce que l'État offre en termes d'éducation publique, de plus en plus, les résultats sont très faibles. Quand on se réfère aux résultats du baccalauréat de l'année dernière, certains étaient contents en disant oui, il y a eu beaucoup de rigueur, il y a eu très peu d'admis et que bon, voilà, on a bien travaillé. Or, l'objectif d'un système éducatif, c'est pas de faire échouer les gens, c'est pas de retenir les gens, c'est d'être performant pour qu'on ait des bons résultats, pour que tout le monde puisse être admis, que les gens comprennent le message, que les gens comprennent l'éducation qu'on donne, la formation qu'on donne. Mais quand on regarde les derniers résultats, ça veut dire qu'il y a un problème. Si sur une population de 100, on doit retenir plus de 70, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé, on n'a pas été capable de donner les connaissances nécessaires à ces 70. Sinon, la rigueur n'allait pas les arrêter. Justement. Donc, il faut voir plutôt ça comme une forme de difficulté et non, j'ai envie de dire, une meilleure façon de travailler. Donc, il faut corriger ça. J'aurais aimé qu'on ait 70 à 80% d'admis, 90% et peut-être 10% d'échecs, et non l'inverse.
Donc ça, c'est par rapport au système éducatif. J'ai parlé de gratuité de 3 ans jusqu'à 18 ans, mais aussi, et même au-delà, comment permettre aux étudiants qui ont envie de poursuivre des études qui peuvent être payantes, qui ne sont pas offertes par le système éducatif national, comment permettre à certains étudiants qui ont de très bonnes notes au niveau du bac de pouvoir bénéficier de bourses. Et que ce soit à l'intérieur, au Mali, mais aussi peut-être hors du Mali, pour pouvoir aller poursuivre les études. Donc j'ai dit, le premier point, c'est l'éducation. Le second point, j'ai parlé de l'économie, le développement économique. Oui. Et parce que, voilà, on a la chance aujourd'hui, on est dans un pays où on a beaucoup de terres arables. L'agriculture, on peut développer ça dans ce pays. Et à partir de là, on peut créer de la richesse. On a des fleuves, on a le fleuve Niger, on a le fleuve Sénégal, on a d'autres cours d'eau. On peut produire pendant toute l'année. En plus de la saison des pluies, où on peut produire beaucoup de céréales, mais on peut faire d'autres cultures pendant toute l'année. Donc je pense qu'avec ce secteur agricole, de l'élevage et de la pêche, on peut arriver à donner un nouvel élan, un nouvel essor à notre économie. Et après, j'ai parlé de gouvernance. La corruption. Tout le monde se plaint de la corruption dans notre pays. C'est quelque chose, il faut trouver la formule, qui est moins de corruption dans notre pays. Ça fait partie de la gouvernance. Et beaucoup de gens se plaignent de la justice. Il faut trouver la formule, qu'on ait une justice qui redonne confiance aux Maliens. Tout le monde se plaint, ou beaucoup de gens se plaignent, des lenteurs au niveau de l'administration, ou de la mauvaise qualité des services au niveau de l'administration. Donc, tout ça, je mets tout ça dans un même paquet que j'appelle la gouvernance, où il faut améliorer tout ça. Qu'on ait une justice, qui fonctionne très bien, qu'on ait une administration qui fonctionne normalement, et qu'on ait moins de corruption, par exemple. Et donc, avec ça, vous allez voir, ces 3 piliers peuvent nous aider à avoir la paix. Parce que, en réalité, l'origine de l'insécurité, ce n'est pas forcément à cause des armes qui circulent ou à cause des groupes armés qui s'organisent et qui attaquent les villages. Mais les causes profondes peuvent se retrouver dans des frustrations qui naissent peut-être de l'insuffisance de la présence de l'État à certains endroits. Quand je parle insuffisance de la présence de l'État, ce n'est pas la présence physique, mais la disponibilité peut-être des services de base que l'État n'arrive pas à donner aux populations. Donc, s'il n'y a pas ça, on peut arriver à recruter facilement des jeunes qui se sentent abandonnés pour grossir les rangs des groupes armés. Donc aujourd'hui, si l'État arrive par la gouvernance, comme j'ai dit, j'appelle tout ça gouvernance, à avoir la justice, à mettre l'école à disposition, à avoir des activités, à mettre des activités économiques à disposition, je pense que nous allons nous attaquer aux racines des rébellions, aux racines de l'insécurité, mais bien évidemment, quelque chose qu'il faut en permanence construire. On a parlé du 20 janvier, la fête de l'armée, il faut avoir un outil de défense et de sécurité. Et à tout moment, qui permet, qu'il faut utiliser en dernier recours, mais qui permet à tout moment, si besoin en est, de l'utiliser, mais tout simplement dans un moment court et précis, mais donner la chance aux outils de gestion de l'État de régler définitivement les questions de rébellion, les questions d'insécurité au Mali. D'accord. Alors, une meilleure gouvernance, lutter contre la corruption. Effectivement, tous les Maliens se plaignent de la corruption et il se trouve que nous avons tellement d'outils de lutte contre la corruption, mais malgré tout, elle sévit cette corruption-là. Vous avez parlé de formules à trouver. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, 1 ou 2 formules à trouver pour lutter contre cette corruption-là? Une des formules, c'est simple. Vous avez dit, on a beaucoup d'outils, mais peut-être qu'on n'a pas les bonnes personnes pour servir ou se servir de ces outils. Donc, des fois, on a un problème de sélection ou des bonnes personnes aux bonnes places au bon moment.
Donc, il faut passer par un système de sélection qui permet à ce qu'on mette les bonnes personnes aux bons endroits. Et parce que, effectivement, depuis un moment, on constate, chaque fois que ça ne marche pas, on dit non, c'est la faute à l'organisation qui a été mise en place, c'est la faute au texte qu'on a. Non, ce n'est pas toujours ça. Et je pense qu'à un moment, même quand il n'y a pas de texte, quand on a les bonnes personnes, on arrive à faire avancer les choses. Donc je pense qu'on doit avoir, depuis l'école, ça commence depuis l'école, avoir un système de sélection qui permet d'orienter ceux qui peuvent être des bons ingénieurs, voilà, les orienter vers ça, ceux qui peuvent être des bons administrateurs, les orienter vers ça, ceux qui peuvent être des bons ouvriers, les orienter vers ça, ceux qui savent réfléchir, ceux qui peuvent être des bons avocats, des juristes, les orienter vers ça. Ça commence depuis l'école. Et après, au niveau de l'administration et dans d'autres secteurs, faire en sorte qu'on ait des filtres qui permettent à ce que et les gens qui ne peuvent pas servir dans des domaines particuliers, qui ne se retrouvent pas là-bas, j'ai envie de dire, par accident. Et parce que si cela arrive, même si les textes sont bons, il n'y aura pas de résultats. Donc je pense qu'à certains moments, on a les outils, comme vous l'avez dit, mais on n'a pas les bonnes personnes. Et il faut trouver les bonnes personnes. D'accord. Un parti politique, général Coulibaly, ça abrite des mandats. Quelles sont les ambitions de la LDC pour les scrutins à venir courant 2023 déjà? Oui, 2023, d'accord, mais l'objectif à long terme, ouais, c'est tout simplement de devenir le premier parti du Mali. Parce que comme j'ai dit, nous sommes le seul parti aujourd'hui qui s'adresse à tous les Maliens et qui peut parler à tous les Maliens et qui aujourd'hui essaie d'apporter des vraies solutions. Et solutions de paix, d'unité nationale, de rassemblement de tous les Maliens, de coopération avec les pays voisins et aussi avec les institutions internationales. Nous sommes le seul parti qui le fait aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas de doute que sur le long terme, nous allons devenir le premier parti du Mali. Donc, c'est ça nos ambitions. Maintenant, pour 2023 précisément, nous nous préparons à participer à tous les rendez-vous électoraux que la transition projette de préparer. Ça commencera par le référendum, ensuite les élections locales, les législatives. Nous serons présents en tant que Ligue démocratique pour le changement à tous ces rendez-vous. Et nous commençons déjà à envisager les stratégies que nous allons mettre en place pour affronter ces différents rendez-vous. Donc, spécifiquement, pour les municipalités, enfin les élections locales à venir, les élections municipales, nous nous sommes fixés comme objectif d'avoir minimum un conseiller dans toutes les circonscriptions. Si le nombre reste à 703, je crois que je ne me trompe pas, et donc nous avons fixé la barre à 703 conseillers. C'est-à-dire qu'avoir une moyenne d'un conseiller par commune. Si nous avons plus, c'est tant mieux. Si on en a moins, on ne le souhaite pas, mais ça voudrait dire peut-être qu'on doit changer de stratégie. Pour les législatives, bien évidemment, il faut qu'on soit présent à l'Assemblée nationale. Nous allons présenter des candidats et nous voulons, pour les 5 années qui vont venir après la transition, pouvoir continuer à porter la voix des Maliens au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui la LDC est présente dans toutes les régions du Mali, y compris Kidal, Menaka, Taoudeni? La LDC peut porter le message dans toutes les régions du Mali. Mais aujourd'hui, on cherche toujours des militants. Je dis toujours qu'un parti politique n'a jamais suffisamment de militants. Un parti politique n'est jamais suffisamment grand. Donc, nous cherchons des militants, nous cherchons des sympathisants et nos portes sont ouvertes. Nous allons à la recherche d'adhérents. Donc, mais aujourd'hui, on a la chance que notre message peut être porté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons des endroits où nos représentations sont très très embryonnaires. Par contre, on a d'autres endroits où nous avons des structures qui fonctionnent très très bien. Et c'est un parti en construction, nous allons continuer à travailler. Nous pensons que avant les rendez-vous de juin-juillet et les rendez-vous de la deuxième moitié de l'année, les législatives, nous aurons une organisation suffisamment forte pour attaquer ces rendez-vous. Et nous pensons que les objectifs que nous nous sommes fixés, que nous sommes capables d'aller largement au-delà. Un parti en construction, vous venez de le dire, qui réserve quelle place aux femmes, par exemple? Comment la question du genre est gérée
au sein de la LDC et les candidatures justement des femmes. Oui, nous avons au sein de la Ligue démocratique pour le changement une organisation féminine, c'est-à-dire que le mouvement des femmes de la Ligue démocratique pour le changement, parce que nous voulons donner une place particulière. Dans l'une de mes interviews précédentes, j'avais dit que nous voulons au niveau de la Ligue l'égalité, l'équité au niveau des candidatures. Ça veut dire quoi? Nous allons essayer de placer autant que possible autant de femmes que d'hommes sur nos listes, mais aussi nous allons essayer autant que possible de mettre beaucoup de têtes de listes femmes, par exemple pour les élections locales. Donc pour nous, déjà statistiquement, je pense qu'au Mali, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc plus nous allons mettre les femmes au travail, plus nous nous donnons la chance de renforcer notre démocratie, plus nous nous donnons la chance d'accélérer notre processus de développement, notre processus aussi d'unité nationale. Donc pour nous, le succès de la Ligue démocratique pour le changement passe par la mobilisation des femmes, mais tout simplement le succès du Mali dans les années à venir passera par la mobilisation des femmes et surtout donner toute la place qu'il faut à cette majorité de la population qui mérite. Et en tout cas, parlant de mobilisation, il y a une grande mobilisation qui a fait partir le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, qu'on appelle le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, les M5 RFP. Vous êtes membre du M5, en tout cas qui a fait partir IBK. Ensuite, nous connaissons dès le lendemain du coup d'État, il y a un grand leader du M5 qui nous a fait savoir que le M5 est déjà vraiment mort de sa belle mort. On ne comprenait pas à l'époque. Aujourd'hui, nous assistons à M5 Malikoura, et si nous ne nous abusons pas, c'est à M5 Malikoura maintenant que et vous êtes membre de M5 Malikoura, si nous ne nous abusons pas. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'il y ait M5 Malikoura pendant qu'il y ait M5, et nous avons l'impression qu'il y a toute une déconfiture de ce mouvement qui peine quand même à garder son unité, hein, son bloc d'antan. Quelle est votre lecture? Le M5, le vrai, c'est d'abord un engagement, un état d'esprit. Et ce M5 ne peut pas mourir, existe toujours. C'est ce M5 que nous défendons. Le M5 qui est né le 5 juin 2020, recherchait un certain nombre de choses, défendait un certain nombre de choses, qui est de dire, il y a l'insécurité au Mali, les Maliens sont divisés, les gens n'ont pas accès à l'éducation, les ressources de l'État ne sont pas bien gérées. Cet esprit M5 existe encore. J'ai dit, nous parlons aux Maliens. Nous sommes aujourd'hui des messagers, des missionnaires. Donc les Maliens nous répètent la même chose. Donc cet esprit M5 est plus vivace aujourd'hui qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc ce M5 existe. Maintenant, les animateurs. Les animateurs, ce sont les Maliens avant tout. Parce que le M5, vers la fin, vers la chute du régime Ibeka, le M5 a rassemblé tous les Maliens. Donc que quelques personnes se disent, c'est nous qui sommes le M5, c'est proche d'une imposture. Donc pour nous, le M5, c'est d'abord les Maliens qui continuent à nous donner ce message, qui est de dire, nous avons besoin de paix au Mali, nous avons besoin de rassemblement, nous avons besoin de vérité dans l'exercice de la fonction politique, nous avons besoin de rigueur, de sincérité, nous avons besoin de justice et d'éducation. Mais maintenant, si vous voulez savoir concrètement quelle est l'affiliation de la Ligue démocratique pour le changement, je pense que la question c'est ça. Exactement. Nous sommes membres de Espoir Malikoura, qui a créé le M5, et nous restons membres à part entière de Espoir Malikoura. Nous faisons partie de ce regroupement qui est parti politique et parti société civile, et nous continuons à militer activement, et nous allons continuer à militer activement au sein de Espoir Malikoura, qui est dirigé par Cheikh Oumar Sissoko. En tout cas, mon général, si l'armée est la grande muette, la politique va être la grande bavarde. Hein, parce qu'à ce niveau, j'aimerais quand même qu'on bavarde un tout petit peu, oui, mon général, avec votre permission.
Espoir Malikura, au sein de ces mêmes Espoir Malikura aussi, et par rapport à M5 et M5 Malikura. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut nous en dire un peu, parce que ce public veut vraiment savoir, veut connaître votre lecture de la situation. Quel besoin nous a amené à créer M5 Malikura? Non, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et c'est que, d'ailleurs, quand je parlais de la Ligue démocratique pour le changement, en disant, nous voulons aller plutôt vers des solutions, proposer des solutions. Les Maliens aujourd'hui, à mon avis, pour les Maliens, il y a plus urgent que de s'intéresser aux querelles intestines au sein de M5 ou M5 Malikura ou aux querelles intestines au sein voilà. À mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça le plus important. Nous devons pouvoir dépasser ça. Et nous, en tant que Ligue démocratique pour le changement, notre vision pour le Mali est assez claire. Et aussi notre engagement politique. J'ai dit, nous ne sommes pas dans les querelles de personne. Nous suivons une vision, que ce soit à l'intérieur du parti ou que ce soit à l'intérieur de Espoir Malikura. À certains moments, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec cette vision. Dans une organisation qui a des arrivées et des départs, ça fait partie de la vie des organisations. Et il faut respecter les points de vue des uns des autres. Donc, ceux qui sont partis parce qu'ils ne partageaient plus la vision de Espoir Malikura, on respecte leur position. Personnellement, je respecte leur position. Mais nous gardons la position de départ. L'appel qui a été lancé par Espoir Malikura, qui a abouti aux événements du 5 juin, nous restons fidèles et derrière ces idéaux-là. Oui. Alors, deuxième sujet de notre interview, mon général, la marche de la transition. Alors, depuis 2020, nous sommes sous transition. Quels sont, selon vous, quels sont les temps forts, en fait, qui ont retenu votre attention, ou quelques temps forts qui ont retenu votre attention de 2020 à nos jours? Il y a eu beaucoup de moments et qui peuvent être considérés comme des grandes étapes de la transition. Il ne s'agit pas de les juger, mais il y a eu le départ de Bandao, qui a été un événement marqueur de la transition. Ensuite, il y a eu les assises qui ont aussi été un événement marqueur. Donc ça, par exemple, c'est deux choses qu'on peut retenir. Est-ce que ça a été des bonnes choses, des mauvaises choses? J'en sais rien. Mais c'est des événements qui ont marqué jusqu'ici le parcours de la transition. D'accord. Alors, quelles sont, selon vous, les avancées et qu'est-ce que vous déplorez sous cette transition-là? Nous avions souhaité que la transition soit une transition brève, de très courte durée. Nous avions souhaité que les 18 mois de départ, nous avons pensé que c'était suffisant et que c'était bien, et que plus une transition est courte, mieux c'est. Et donc, personnellement, j'ai des difficultés avec la durée de la transition. Parce qu'aujourd'hui, on se dirige vers une transition dont on ne maîtrise même pas la durée. Et quand la durée devient une incertitude, ça décourage par exemple l'investissement. Quand on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va passer à un régime constitutionnel normal. Donc aujourd'hui, ça pose beaucoup de difficultés à tout le monde. Même pour mobiliser les Maliens, même pour organiser nos structures, on a besoin de leur donner des repères. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Donc, il y a un problème avec la transition. Mais aussi un problème avec tous les chantiers qui ont été annoncés. Justement. Tous les chantiers qui ont été annoncés, à mon avis, pour une transition, vouloir s'attaquer à tous ces chantiers, c'est soit s'éterniser ou prendre le risque de bâcler ces chantiers. Et par exemple... Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Quels sont ces chantiers-là qui, selon vous, n'étaient pas nécessaires? Par exemple, le chantier de la révision constitutionnelle, pour moi, il serait mieux de laisser ça à une équipe d'élus qui prendra tout le temps
qu'il faut pour rassembler les Maliens autour de cette question et non les diviser et permettre aux Maliens de sortir avec un document dans lequel tous les Maliens vont se reconnaître. Aujourd'hui, nous en tant que parti politique, nous sommes très très réservés par rapport au processus d'organisation ou de changement de constitution. Le principe de corriger les insuffisances constatées dans la constitution actuelle, nous sommes d'accord, mais à mon avis, le temps ne permet pas et l'environnement et sécuritaire et politique aujourd'hui ne permet pas d'envisager ce changement dans les meilleures conditions. Ça pourrait plutôt diviser les Maliens et non les rassembler. Or, une constitution, je pense que ça doit être le socle pour le renforcement de la démocratie, le socle pour la mise en œuvre du processus de paix. Et malheureusement, on est en train de passer à côté de ces objectifs. Donc, faisons attention pour ces questions. En tout cas, il y a un avant-projet de loi constitutionnelle qui est à la disposition de tout le monde. Chacun y va de ses commentaires. Quand vous regardez ce texte-là, le texte de l'avant-projet de loi constitutionnelle, qu'est-ce que vous saluez dedans et qu'est-ce que vous craignez dans ce texte-là en l'état? En gros, le texte nouveau reprend beaucoup de ce qu'il y a dans le texte ancien. Or, le texte ancien, il est bon, il est très bon. Et seulement, il y a des insuffisances qu'on a constatées, par exemple, concernant la vacance du pouvoir, si le président de la République est en incapacité d'exercer sa fonction, le remplacement, ça se fait comment, la durée, tout ça. C'est des questions qui ont été abordées et on a proposé des solutions. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais par exemple, un des sujets aujourd'hui qui divise les Maliens, et pour nous, il s'agit de rassembler les Maliens, c'est quand on donne l'impression dans la Constitution que les Maliens nés à l'étranger ou vivant à l'étranger sont des Maliens de seconde zone, de deuxième classe. Et ça, nous, on ne peut pas être d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord avec ça. Et aussi, dans les textes de la Constitution, quand on essaie de mettre certaines langues nationales, la question des langues nationales, j'ai envie de dire, qui est une question très très sensible, parce que comment mettre l'équilibre entre toutes les langues nationales et faire en sorte que on soit unis autour d'une seule langue et non être divisés entre chacun, entre nos dialectes ou nos langues locales. Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles nous, on aimerait qu'on traite plutôt dans des lois ordinaires et non dans une constitution. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on aimerait voir changer, mais encore une fois, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je dis bien, c'est pas le moment. Donc pour nous, nous restons sur cette position. C'est pas le moment d'attaquer ces questions parce que l'environnement ne le permet pas, mais aussi le temps que nous estimons pouvoir donner à la transition, ce temps ne nous permet pas d'aller dans une certaine, comme je dis, sérénité à un changement de constitution. Mais ceci dit, le rendez-vous est fixé au 19 mars pour le référendum constitutionnel. Et il y a une commission de finalisation qui a été mise en place. Nous avons fait nos observations par rapport au texte. Nous avons transmis à certains de nos amis, partis politiques, associations, et ces partis aussi et associations ont partagé leurs réflexions avec nous. Mais aussi, nous avons la chance d'être en contact avec certains qui ont participé à la rédaction du premier texte. La nouvelle équipe vient d'être mise en place. On verra comment transmettre nos observations à cette équipe et nous attendrons le texte final et le rendez-vous du 19 et on avisera en fonction de ce qui va sortir, de ce qu'ils vont nous présenter comme texte. 2023, année de scrutin pour un ancien organisateur de scrutin au Mali général. Dites-nous, au rythme où vont les choses, est-ce que nous pouvons dire que nous ne sommes pas en retard, que même si nous sommes en retard, que ce sont des retards qu'on peut rattraper? Et dites-nous aussi, au rythme où vont les choses, quelles sont nos chances de réussir des élections libres, crédibles et transparentes?
Oui, j'ai eu la chance d'organiser les élections et beaucoup de gens ont apprécié en disant que ça a été de très bonnes élections. Et beaucoup de gens m'interrogent beaucoup de fois sur les questions électorales. Des fois, je réponds que je ne suis pas spécialiste des élections. En 2012, 2013, ce qu'on me demandait, c'était d'être un bon chef d'équipe. C'est ce que j'ai essayé d'être, un bon chef d'équipe. Quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui sait mettre en valeur l'énergie positive que les uns et les autres ont. Les élections, j'ai appris quand j'ai été au ministère. Quand j'arrivais au ministère, je n'étais pas expert des élections. Et je ne suis toujours pas expert des élections. J'ai plutôt été, je l'espère, ou quand même si tel a été le cas, j'en serais très très heureux. Je devais être un bon chef d'équipe, mettre les gens au travail, utiliser les moyens qu'on avait mis à ma disposition pour remplir la mission qu'on m'a confiée. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est ce que aussi j'essaie d'être aujourd'hui. J'ai dit à tout le monde, ma mission c'était d'organiser les élections. J'étais au ministère de l'administration territoriale. Peut-être que j'aurais été au ministère de l'éducation, on aurait eu les meilleures universités aujourd'hui au Mali. Peut-être que j'aurais été au ministère de la culture, on aurait eu les meilleures chansons sur le continent africain. J'ai dit, j'ai été plutôt d'abord un chef d'équipe. Et c'est ce que j'aimerais être. Demain, c'est ce que j'ai dit aux Maliens, si vous confiez la gestion du pays à la Ligue démocratique pour le changement, avec son président à la tête, vous aurez le pays le mieux gouverné du continent. Donc, moi, j'ai envie d'être un chef d'équipe et de rester un chef d'équipe qui va inspirer les autres, qui sait faire travailler les équipes. À cette époque, il y a un journal qui a titré un moment « Ministre de l'année ». J'ai dit que ça m'aurait fait plus plaisir s'ils avaient dit chef d'équipe de l'année, parce que j'ai plutôt essayé d'être un chef d'équipe. Sinon, il y avait les expertises au sein du ministère de l'administration territoriale pour organiser les élections, et ces expertises existent toujours, les savoir-faire existent toujours. Mais maintenant, comme j'ai dit, est-ce qu'on a, parce que les élections, c'est d'abord une question de volonté politique. Si la volonté politique est là, le savoir-faire technique est disponible. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir le faire? Je ne peux pas répondre à la question. L'outil technique est là. Maintenant, il s'agit... Mais pour une fois, pour une première fois dans notre histoire démocratique, quand même, nous allons assister à tant d'élections la même année. Cela n'est-il pas un problème en soi? On dit qui peut le plus peut le moins, que la transition et la volonté de faire toutes ces élections, c'est parfait, c'est tant mieux. Mais ceci dit, et personnellement et au niveau de la Ligue, nous pensons qu'il faut peut-être aller d'abord à la formule qui permet un retour à l'ordre constitutionnel, un président élu, une assemblée élue. Ensuite, voilà, et ça permettra à ce que notre pays redevienne un pays normal. Et ensuite, on pourra faire face aux autres défis. Je pense aujourd'hui que, par exemple, les élections locales, et j'ai parlé du référendum, pour moi, ce ne sont pas des urgences. Il faut aller plutôt à l'élection présidentielle et aux législatives. Mais maintenant, c'est aux autorités de la transition de décider. En tout cas, vous avez organisé en 2013 la présidentielle. Oui. Et si ma mémoire est bonne, jamais dans notre histoire démocratique, on a vu celui qui a été battu aller saluer en fait le vainqueur du scrutin. On a vu ça en 2013 et vous étiez effectivement chef d'équipe. Oui. C'est ce que vous aimez. Oui. Alors, imaginons, et mon général, parce que ça c'est une question que j'ai posée au PM seulement, mais maintenant je vais poser la même question au chef des partis, au président des partis politiques, et en l'occurrence vous, qui quand même avez réussi une très belle présidentielle, l'organisation d'une très belle présidentielle en 2013. Et si nous arrivons en février 2024 et que nous sommes dans l'incapacité matérielle d'organiser l'élection présidentielle, que faut-il craindre? Et surtout, que faut-il faire? Oui, non, je vais rassurer tous les Maliens. Nous ne serons jamais en incapacité matérielle d'organiser les élections. C'est pourquoi j'ai dit, les hommes sont disponibles. Le savoir-faire est disponible. Cela n'est pas imaginable qu'on arrive en 2023 et qu'on dise que matériellement, 2024. On est incapable en 2024.
que matériellement, on est incapable d'organiser les élections. Je ne peux pas l'imaginer. Comment cela peut arriver? Non, nous savons organiser les élections. On a organisé des élections en 2013, on a organisé des élections en 2014, etc. Et il y a eu des présidentielles en 2020. Voilà. Donc, cela ne peut pas arriver. Nous savons organiser les élections. Maintenant, ce qui pourrait arriver, que, comme j'ai dit, cette volonté d'aller aux élections ou des choix opérés et pas ceux qui doivent nous amener à ces élections, que les choix opérés demandent plus de délai, plus de temps. Comme j'ai dit, par exemple, par rapport au référendum, j'ai dit soit on rallonge les délais ou on va aller vers quelque chose qui va être bâclé. Donc, moi, je pense que c'est juste opérer les choix qu'il faut à des moments bien précis. Sinon, aujourd'hui, imaginez le scénario, dire qu'on va arriver février 2024. Même si on veut organiser les présidentielles avant 2024, on doit être capable de le faire. Il n'y a pas de raison. Le savoir-faire est là. Et l'EJ a été mis en place. Je pense que le président de la transition s'est félicité de la mise en place de l'EJ et de l'opérationnalisation au moins de la structure centrale. Le ministre des Affaires étrangères a rassuré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que les délais sont respectés, qu'on aura le référendum, qu'on aura toutes les élections. Et le ministre de l'administration territoriale, quand il a rendu visite à l'EJ, aussi a donné des assurances. Donc aujourd'hui, c'est un scénario à écarter. Je ne vois pas pourquoi on va même mettre ça en tête. En 2024... Soumbandaou, en fait, on était rassurés que les élections allaient avoir lieu, que la présidentielle allait avoir lieu en février 2022. On était convaincus. On est arrivé en février 2022, pas d'élection. Maintenant, nous sommes en 2023. Oui, le prochain cap, c'est février 2024. Mais si malgré tout ça, ça devrait se passer. J'ai dit, ce n'est pas lié à des problèmes matériels. C'est pas lié à des problèmes matériels. C'est quelque part, c'est des choix qui ont été opérés de ne pas organiser les élections, de ne pas aller aux élections. Et là, qu'est-ce qu'on peut contre ça? Maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut craindre? Un enlisement, c'est-à-dire un affaissement de la démocratie malienne. Et ça, ce serait dangereux. Plutôt, on doit, et bien évidemment, c'est-à-dire que la déstructuration de toutes nos institutions. Et ça, ce n'est pas souhaitable. On va se retrouver, j'ai envie de dire, dans une forme de jungle, où ce sera la loi du plus fort. Et ça, ce sera terrible pour le Mali. Parce que renforcer les institutions, ça va tout simplement par le respect des règles fixées. Et si personne ne respecte les règles, voilà, ce sera la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et donc, ça veut dire quoi? On va aller dans un état où, voilà, les institutions ne voudront plus rien dire, où les textes, et que ce soit charte, que ce soit constitution, que ce soit loi, où ces textes ne voudront plus rien dire. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Ça veut dire que tout le monde doit faire l'effort nécessaire pour que les rendez-vous qui ont été fixés, qu'on respecte ces rendez-vous. Et que les engagements qui ont été pris, que ces engagements soient respectés. Après, ce n'est de l'intérêt de personne qu'on se retrouve dans une situation où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et que faut-il faire pour qu'on n'en soit pas là? Maintenant qu'on est averti, il faut travailler dès maintenant pour qu'on ne soit pas ça, qu'on ne se trouve pas devant ce scénario. Parce que ce scénario n'est pas encore là. On a suffisamment de délais, on a suffisamment de temps, on est suffisamment averti. Et là, si ça arrive, ce sera notre faute, la faute à nous tous. Et donc, il faut travailler dès maintenant pour éviter ce scénario. Parce que si ce scénario doit arriver, honnêtement, ça va être le grand désordre, le grand bazar. Et ça, il n'y a pas de solution pour ça. Militaire que vous êtes, vous avez fêté combien de fois le 20 janvier comme étant quand même une date importante de notre souveraineté? Et le 14 janvier, désormais, fait partie de notre calendrier festif au Mali, déclaré ou proclamé journée de la souveraineté retrouvée. Ce qui est sûr, le 14 janvier 2022 est une date historique. Mais maintenant, ça fait couler beaucoup d'encre. Le fait qu'on l'a proclamé journée de souveraineté retrouvée, est-ce que vous l'auriez appelé ainsi, sinon comment? Vous avez dit que ça fait couler beaucoup d'encre. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas eu unanimité Pas du tout. autour de cette date. Il n'y a pas eu même lecture
des événements qui ont conduit à cette date et de l'appréciation que les uns et les autres font de cette date. Nous avons dit au niveau de la Ligue démocratique pour le changement que nous voulons plutôt rassembler les Maliens. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui divise les Maliens, il faut l'éviter. Le 14 janvier, je pense que s'il s'agit de la souveraineté nationale, on a déjà plusieurs dates qui marquent notre souveraineté nationale. Il y a le 22 septembre, vous avez parlé du 20 janvier, il y a d'autres dates comme ça. Et donc aujourd'hui, vouloir amener une nouvelle date qui peut diviser les Maliens, je dirais, ceux qui sont sortis le 14 janvier de très bonne foi, défendre ce qu'ils ont appelé la souveraineté nationale, très bien, félicitations. Ces personnes peuvent continuer à fêter, à célébrer. Mais vouloir imposer ça à tous les Maliens, amener de nouvelles divisions, je pense qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il y a d'autres urgences. Il faut faire face à ces urgences. Et je pense que ceux qui ont initié la célébration, quand même c'est mon interprétation, du 14 janvier, au dernier moment, ont compris et ont plutôt essayé d'alléger cette célébration parce que je pense que ça a été compris que il n'y a pas unanimité et consensus autour de cette date. Et je pense que on va très rapidement oublier cette date. Et donc, du coup, comment voyez-vous l'avenir de cette date-là après la transition? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit très rapidement. Il y a eu beaucoup d'autres dates qui ont été célébrées au Mali. Hein, oui, mais ces dates ont été oubliées. Et je pense que la date du 14 aussi va être assez rapidement oubliée. D'accord. Alors, mon général, au terme de cet entretien, vu que nous entamons la nouvelle année 2023, vos voeux à l'endroit des Maliens? Et c'est d'abord des vœux de paix, d'unité nationale, mais c'est surtout un appel au rassemblement, à l'engagement de chacun à son niveau, avec ses moyens, et pour qu'on puisse parler du Mali, et que du Mali, se rassembler autour du Mali. C'est possible, nous pouvons le faire. La Ligue démocratique pour le changement est un des outils. Nous disons que cet outil est à la disposition de tous les Maliens. Nos portes sont ouvertes tous les jours. Nous avons notre siège à Faladier, rue du Gouverneur. Ceux qui peuvent passer, ce serait avec plaisir qu'on va les accueillir là-bas. Mais aussi, nous restons disponibles. Donc, c'est des vœux aussi de bonheur, même si les conditions actuelles sont très difficiles. Conditions sécuritaires, conditions économiques, la situation alimentaire du pays. Et tout ça, c'est des situations très très compliquées et difficiles à gérer. Mais néanmoins, nous avons foi, nous avons confiance qu'avec le travail, nous pouvons nous en sortir. Donc, c'est des vœux de réussite par le travail. Et en disant ça, nous invitons tous les Maliens au travail. Donc, c'est par ces mots que je voulais terminer, mais aussi en remerciant toutes les personnes qui ont pris le temps de nous regarder ce soir, mais aussi remercier la chaîne Africable pour cette occasion qui nous a été donnée. Merci, Général Coulibaly, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous suiviez Politique, l'invité ce soir avec le général Moussa Senko Coulibaly, président du parti LDC, Ligue démocratique pour le changement. Et avec lui, notre entretien a porté sur deux sujets majeurs, à savoir l'état de santé du parti LDC et bien entendu la marche de la transition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africable Télévision et passez une excellente semaine de travail. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.